Quand l'Afrique vote, l'image est souvent double. L'isoloir d'un côté, les uniformes de l'autre. En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce le déploiement de 44 000 soldats pour sécuriser les élections. Un tel dispositif record supérieur à 2015 et 2020 est-il perçu comme une pression ou une forme d'intimidation par l'opposition? Ici, on dépasse les gros titres. Nous analysons les chiffres, le contexte politique et le dilemme démocratique. Abonnez-vous et activez la cloche pour décrypter cette analyse musclée. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. On tient à ça, on tient le président Ouattara, je pense, je ne parle pas à son nom, mais ce que j'observe, il veut construire des institutions fortes. Il veut faire en sorte qu'en partant, que les gens puissent être capables de se réinventer, de se réapproprier leur propre regard sur la force du discours dont eux-mêmes sont porteurs. Très bien, Alamine. Il y a des éléments de fond qu'il faut mentionner. C'est que depuis la naissance du Front commun le 19 juin 2025, à aujourd'hui, on a 3 mois d'action, 3 mois de gouvernance. Et par rapport aussi à cette marche qui est prévue, ils réclament une élection inclusive, transparente et démocratique. Pour eux, l'inclusion du scrutin démocratique, c'est forcément l'inscription de leur leader charismatique sur la liste électorale. Donc, peu importe la nature du scrutin, tant que le président Laurent Gbagbo et Thiam, pour eux, ne sont pas réinscrits sur la liste électorale, on n'a pas une élection inclusive. À ce stade-là, le résultat est qu'on ne pourra pas faire de révision de la liste électorale pour une élection qui est dans 26 jours. La compréhension d'élections transparentes, eux, passe par 2 choses. L'élection transparente, c'est la révision de la liste électorale et l'audit de la liste électorale par un acteur indépendant. Les 2 éléments ne pourront pas être faits aujourd'hui, en toute évidence, parce que l'élection présidentielle est dans 26 jours. Il leur reste que l'outil démocratique. Et dans le contenu de démocratie, pour eux, c'est un dialogue inclusif national qui regroupe tous les acteurs de la politique en Côte d'Ivoire, et y compris le président de la République. Parce que si on veut parler de dialogue politique, il y a eu plusieurs dialogues politiques, comme on l'a mentionné récemment. Donc, ils sont en train de jouer sur l'aspect démocratique de la chose par rapport à la marche du 4 octobre. Pourtant, la marche du 4 octobre ne doit pas être dans une logique d'exister pour exister, mais ça doit être dans une logique de prendre part active au scrutin présidentiel. Lorsqu'on met l'opposition face à une situation, vous avez aujourd'hui 2 candidats issus de vos familles qui sont retenus à l'élection présidentielle. Ils estiment que soutenir un Awadon Melo ou un Jean-Louis Bion, c'est encourager le désordre, c'est encourager les indisciplinés du parti. Ça s'entend. Mais l'enjeu est tellement énorme qu'entre le mal et le mal, il faut prendre le moins de mal. Ou bien entre le mal et le pire, il faut prendre le mal. Parce que la consistance ou bien le poids politique qu'a un Awadon Melo ou un Jean-Louis Bion n'est pas similaire à un quelconque membre du PPACI ou bien du PDCI qui avait peut-être aussi une ambition présidentielle, mais qui n'est pas parti parce que le mot d'ordre du parti est une politique jusqu'au boutiste. Donc, il ne faut pas confondre le poids des différents acteurs politiques. Donc, il est mieux pour moi aujourd'hui de fermer les yeux sur cette prétendue indiscipline que représentent ces candidatures de précaution que de partir à une élection présidentielle où le PDCI-RDA n'y est pas, le PPACI du président Laurent Gbagbo n'y est pas. On aura une élection présidentielle moins excitante, démocratiquement parlant, avec, lorsque les gens font des prospections, on estime qu'ils se donnent au jeu des dieux. Pourtant, on sait qu'avec ce qu'on voit là, par rapport à ce nombre d'éléments techniques, mathématiques, le RHDP va gagner ces élections-là relativement facilement. Donc, par mesure de précaution, je préfère dire la probabilité que le RHDP gagne ces élections-là est très élevée en l'absence justement de ces leaders charismatiques-là. Pourtant, ils peuvent créer une surprise. Ils peuvent créer une surprise s'il y a un soutien véritable, constant et cohérent vis-à-vis d'un seul candidat. Parce qu'il y a eu il y a aussi des carences de gouvernance dans la gestion du RHDP de 2011 à aujourd'hui.
Donc, il peut faire une fixation sur ces problèmes réels que la population vit pour pouvoir créer la surprise. Mais partir de marche en marche, de boycott en boycott, ça ne veut pas bousculer quelque chose de significatif dans le processus électoral. Alassane, peut-être que ça pourrait être inversé aussi. C'est-à-dire qu'on demande au Front commun notamment de soutenir des candidats qui ont été retenus, de s'associer avec tous les autres partis de l'opposition pour avoir un seul candidat et parler d'une seule voix face au RHDP du tout-puissant président Alassane Ouattara. Peut-être que si ceux qui ont été retenus et qui se disent de l'opposition, qui portent aussi les revendications que porte le Front commun, s'associaient pour désigner donc un seul individu pour aller à cette présidentielle au final, peut-être que ça pourrait forcer la main au Front commun à se dire finalement, bon, on n'a pas le choix, on ne voulait pas choisir entre Awa Dombelo ou par exemple Simone Yvette Gbagbo, mais eux-mêmes ont décidé, il y a une qui, ou l'un d'entre eux qui décide d'abandonner la course et puis de joindre sa voix et sa force à l'autre. Peut-être qu'on pourrait faire ça pour voir si ça va marcher. Non, je pense qu'il y a eu d'autres occasions même dans la vie de notre nation où d'autres partis étaient dans l'opposition, mais à aucun moment, parce que leurs leaders ont été écartés, soit de municipales ou de législatives, on leur a demandé de proposer quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils sont dans leur rôle. Moi, je l'ai déjà répété sur ce plateau, ils sont dans leur rôle. Est-ce que ce rôle-là est le bon? On est en droit de se poser, on peut se prononcer là-dessus. Est-ce qu'il va donner les résultats escomptés? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Par exemple, dans le courrier du Front commun pour annoncer la marche du 4 octobre, on invite tous les partis politiques d'opposition à se joindre à cette manifestation. Mais c'est clair que plusieurs partis de l'opposition ne vont pas se joindre à cette manifestation. Parce qu'il y a des partis de l'opposition qui, d'ailleurs même, se sentent exclus ou minimisés lorsque le Front commun se crée. Puisque n'oublions pas que le président Gbagbo et le PPACI n'entrent pas dans la CAP Côte d'Ivoire. Ils ne rentrent pas dans cette coalition. Parce que, selon certains analystes, la légitimité, au vu donc de ce qui se passe sur le terrain, un nombre de députés à l'Assemblée nationale, ferait de Tidjane Thiam le président donc de la CAP Côte d'Ivoire et donc le leader légitime de l'opposition. Le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, ce que le PPACI et Laurent Gbagbo ne sont pas prêts d'accepter. Donc toutes ces divisions en interne mises ensemble, là encore ce week-end, on a vu qu'au sujet d'un communiqué qui avait été fait par CAP Côte d'Ivoire et la désignation d'une nouvelle porte-parole, ça a créé des grincements de dents. Certains ont dit que CAP Côte d'Ivoire a minimisé, n'a pas reconnu ni salué Simone et Yvette Gbagbo. Donc il y a tellement de problèmes au sein même de l'opposition que je me demande si finalement la solution qui est proposée sera viable. Très bien, Alamine. Oui, par rapport à ce qu'Alassane dit... Très rapidement. Oui, beaucoup de personnes aussi ont l'impression qu'on oblige l'opposition à choisir un seul candidat à l'élection présidentielle. Mais il ne faut pas regarder les cadres qui sont à nos dispositions par rapport aux privilèges d'autrui. Souvent, on entend des membres de l'opposition dire que pourquoi, par exemple, on ne dit pas au RHDP du président Alassane Ouattara de nommer une autre personne. Le président Alassane Ouattara, jusqu'à preuve du contraire, est candidat à l'élection présidentielle. Donc, pour être président de la République, il faut que ta candidature soit au moins retenue à l'élection présidentielle. En 1995, lorsque le président Alassane Ouattara boycotte l'élection présidentielle, il sait pertinemment qu'il n'est même pas candidat à l'élection présidentielle, il ne peut pas être président de la République. Donc, si l'ambition de l'opposition n'est pas d'être président de la République ou bien de gouverner l'appareil étatique national, ils peuvent continuer dans ce rôle de boycott jusqu'au boutiste. Mais s'ils veulent peser à court et moyen terme dans cette Côte d'Ivoire 2025 à 2030, il faut soit avoir un candidat président de la République ou bien soutenir
un candidat qui a les chances d'être président de la République. D'accord. Aristide? Non, c'était juste une précision pour dire à Lamine que ce qu'il propose, c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'on choisisse un candidat, c'est le bon sens. Mais sauf que rien n'arrive en politique de façon ex nihilo. Si vous n'êtes pas préparé, ça va créer chez les populations une dissonance cognitive. Vous avez dit aux gens, nous n'y allons pas, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de plan B, plan C. Et à la dernière minute, il reste un mois, vous venez dire aux gens, et c'est pour ça que je dis, il faut changer de paradigme. Il faut que les gens se réinventent pour les prochaines échéances et pour les prochaines années. Il faut que les leaders politiques soient inspirants, qu'ils soient des responsables, qu'ils soient capables, lorsque ça ne va pas, de reconnaître que ce n'est pas capable et d'embarquer dans les énergies, dans leur histoire en changeant de paradigme. D'accord, très bien. Messieurs, on va aborder le deuxième sujet à l'ordre du jour ce soir. Je vous le disais, pour la sécurisation de la présidentielle 2025, les forces de défense et de sécurité annoncent une opération spéciale dénommée Espérance. Cette manœuvre va se faire avec un peu plus de 44 000 hommes et de femmes à déployer sur le terrain. On retrouve Moussani Kema et on en parle juste après. Du 5 octobre au 4 novembre, 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité seront mobilisés sur l'ensemble du territoire national en vue de sécuriser les prochaines élections présidentielles. Ils sont composés de 18 000 gendarmes, 18 000 policiers et 8 000 militaires pour cette opération dénommée Espérance. Ces unités seront appuyées par des engins blindés, des véhicules de transport de troupes, ainsi que du matériel de maintien de l'ordre. Si nécessaire, l'opération pourra être prolongée, notamment en cas de second tour, annonce le porte-parole de l'état-major. Nous attendons des populations qu'elles aient un comportement citoyen. Nous sommes leur armée, nous sommes leur force de défense et de sécurité, nous sommes membres de cette population et c'est à leur profit que nous travaillons. L'opération Espérance a pour entre autres objectifs de prévenir et contenir toute forme de violence au cours du processus électoral, d'assurer la sécurité des populations et des activités électorales et de dissuader toute tentative de perturbation. Aristide Nkenda, pourquoi l'enjeu sécuritaire est si important à un peu plus de 20 jours de ce scrutin présidentiel? L'enjeu est important parce que il faut y aller d'abord. L'opération s'appelle Espérance. Espérance symbolise quoi? L'union et un avenir pacifique. C'est important, pourquoi? Parce que les forces de l'ordre, déjà, c'est un engagement des forces de défense et de sécurité à assurer aux populations leur protection et à donner, à garantir un environnement électoral sûr et sécurisé. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas inédit. En 2015 et en 2020, lors des élections présidentielles, il y a eu donc ce type de dispositif exécuté. Ensuite, lorsqu'il y a les fêtes de fin d'année à Pâques, et même lorsqu'il y a des événements de grande envergure, il y a ce type d'exercice qui est fait. Et ce dispositif est mis en place. Donc, c'est rassurer les populations qu'ils seront protégés et que l'environnement électoral sera sûr et sécurisé. Très bien. Josias, ça c'est bon? Alors, il faut comprendre que ce n'est pas nouveau, parce qu'il y a beaucoup de citoyens ivoiriens qui pensent que c'est la première fois que ça arrive, c'est pour intimider les citoyens. Non, ce n'est pas nouveau. En 2015, on a eu 34 000 soldats. En 2020, on a eu 35 000 soldats. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le chiffre. Parce qu'on a eu 34 000, 35 000, et on passe directement à 44 000. Je crois que c'est le chiffre qui est... Donc environ une moyenne de 10 000 hommes en plus. Voilà. Donc ici, en regardant ce chiffre-là, on pourrait se demander pourquoi on n'est pas passé de 35 000 à 36 000, par exemple.
Alors, ça peut s'expliquer par le fait que vers la fin de l'année 2010-2020, il y a eu quelques recrutements intensifs au niveau de l'armée, donc on a plus de fantassins à déployer. Ça, c'est la première explication. Mais de l'autre côté, il y a le contexte aussi qui a signifié. On est dans un contexte où, autrefois, on n'avait pas, par exemple, M. Laurent Gbagbo qui était en Côte d'Ivoire. Autrefois, on n'avait pas, par exemple, le terrorisme qui avait pris de l'ampleur autour de la Côte d'Ivoire. On n'avait pas des pays qui, en griffe, guettaient la Côte d'Ivoire, si on peut le dire ainsi. Donc, avoir plus de soldats, c'est apporter un peu plus de sérénité. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu des périodes où, pendant l'élection présidentielle, il y a certains citoyens qui n'arrivaient pas à voter. Ils vont dans l'optique de voter et il y a certaines personnes qui les battent la route, qui les empêchent. Voilà. Donc, avoir plus de soldats, c'est aussi garantir ça. Apporter la sécurité, la sérénité auprès des soldats, auprès des citoyens, pardon, mais aussi permettre à ce que tout puisse se dérouler de façon normale, paisible. Le déploiement massif de 44 000 hommes en Côte d'Ivoire est un véritable couteau à double tranchant. La sécurité est vitale, notamment face à la menace terroriste, mais le risque de percevoir cette force comme une intimidation pèse lourdement sur la confiance démocratique. La question n'est pas le nombre, mais l'intention. Est-ce un acte de protection de la démocratie ou une démonstration de force politique? Votre opinion est essentielle. Un tel déploiement militaire vous sécurise-t-il ou augmente-t-il votre inquiétude en période électorale? Dites-le nous en commentaire. À très vite pour un nouveau sujet.